Bonjour à tous. Je suis très heureuse de voir qu'il y a du monde pour cette table ronde où nous allons voyager dans l'espace. Normalement, il devrait y avoir Jean-Pierre Dionnet avec nous. J'espère qu'il va arriver. Ça, après, il est 10 piles. On peut lui laisser peut-être 2 minutes pour arriver jusqu'ici. Alors, il est bien sur la commune de Mérignac, puisque hier soir, il était au Pain Galant, au fabuleux spectacle, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui étaient, de Squitten, qui a dessiné donc en live sur un fond musical son dernier album, Le Retour de Nemo, que je ne peux que vous conseiller tellement c'est beau. Et si vous n'avez pas eu l'occasion, en bas, il y a une exposition aussi de ses dessins qui, waouh, en met plein les yeux, quoi. Voilà. Et donc apparemment, Jean-Pierre n'a pas pris l'hyperespace pour venir, mais c'est pas très grave. Ah, il s'est trompé d'endroit. Non. Mais je vous propose qu'on commence tranquillement avec déjà 2 invités qui sont exceptionnels et Jean-Pierre arrivera et je le présenterai à ce moment-là. Donc dans la science-fiction, évidemment, voyager vite, c'est un fantasme universel. On monte dans le Faucon Millenium et hop, hyperespace. On ouvre un TARDIS et bam, on est au fond du multivers. On passe la porte des étoiles et on arrive sur une autre planète. C'est quand même quelque chose avec lequel, si vous êtes fan de SF comme moi, vous avez grandi et qui nous a fait rêver. Mais ce sont des raccourcis un peu impossibles qu'on nourrit l'imaginaire depuis plus d'1 siècle, puisqu'on retrouve déjà ce voyage chez Jules Verne. Et aujourd'hui, on en use et on abuse chez Marvel, par exemple, du multivers. Donc, on va parler ce matin de notre rapport au temps, au voyage dans l'espace, qui est probablement plus profond que ça, parce que ça parle aussi du désir d'évasion et du destin. Et aujourd'hui, nous avons 3 invités, un invité invisible, qui j'espère va se manifester, et heureusement 2 invités bien présents. J'espère que vous allez bien, messieurs. Alors avec moi, tout de suite déjà un maître de la SF française, que vous connaissez sans doute, à qui on doit la Brigade Chimérique, qui est pour moi probablement une des meilleures œuvres sur les super-héros du XXe siècle. Vraiment, on peut dire. Qui a réinventé une espèce de mythologie moderne pour l'Europe. Et on peut l'applaudir. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, ça a été compliqué pour venir. Pas de problème, tu es arrivé, regarde, tout Voilà. va bien. J'étais en train de présenter donc Serge Lehmann, que vous pouvez applaudir. On continue ensuite avec un écrivain qui aime jouer avec les récits comme avec les constellations. Vous avez peut-être lu La fractale des raviolis et la plus récente, c'est la trilogie baryonique que moi je n'ai pas encore lue. Et donc il aime jouer avec les mathématiques, beaucoup d'humour dans ses livres. Donc Pierre Rofast. Et enfin, je ne sais pas s'il est utile de le présenter, vous le connaissez, c'est le passeur. Celui qui nous a permis de découvrir des tas d'œuvres de la pop culture, co-créateur de Métal Hurlant, des Humanoïdes associés, comparse de Moebius et de Druyer, animateur de cinéma de quartier, Jean-Pierre Dionnet. Bonjour. Et donc nous allons voyager dans l'espace ce matin, puisque ma première question commence avec quelque chose de tout bête. Pourquoi est-ce qu'on voyage jamais, rarement dans l'espace? Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'aller plus vite que la lumière? Alors, je peux peut-être me lancer là-dessus. En fait, c'est très intéressant parce que ça va permettre de brancher sur pas mal de sujets qu'on va aborder ensuite. Dans la science-fiction française ancienne, c'est-à-dire celle, disons, d'avant 1950, il n'y a pas d'usage de l'hyperespace. Il y a des usages, disons, qui s'en approchent, mais qui sont absolument pas généralisés comme technique de narration. C'est une invention américaine des années 30. L'hyperespace comme concept mathématique, je pense, date de l'invention de la 4e dimension, donc fin du 19e. Mais l'idée d'un espace dans lequel on pourrait circuler à une vitesse absolue, comme un gadget narratif, c'est un truc des années 30-40 qui va ensuite donner le space opéra moderne. Et on voit très bien que les auteurs français des années 30-40 qui n'ont pas inventé ce gadget narratif sont coincés par la conscience qu'ils ont des distances astronomiques. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à imaginer de quelle manière on pourrait aller de façon plausible, scientifiquement plausible, dans des systèmes solaires qui ne sont pas le nôtre, ou à travers la galaxie, dans un temps qui permet de raconter une histoire.
Le seul truc qu'on peut imaginer, c'est le thème du vaisseau Arche. Et il y a un auteur français qui l'invente à la fin des années 40, qui est Léon Groc. Il a vraiment un nom des années du début du 20e. Dans un roman intitulé L'univers vagabond, qu'il coécrit avec sa femme, qui est son dernier grand roman, qui est un très bon roman. Et où il imagine, c'est un des premiers, un vaisseau Arche dans lequel les générations se succèdent, parce que c'est la solution la plus scientifiquement plausible pour aller d'une étoile à l'autre, sachant les distances qui séparent les étoiles et la vitesse qu'on peut atteindre avec des moyens techniques de l'époque. Sachant que c'est extrêmement compliqué d'imaginer dire à un astronaute, vous allez vous embarquer pour un voyage, vous allez faire des enfants sur ce vaisseau, puis vous allez mourir, mais vous ne verrez jamais le bout du voyage. C'est extrêmement complexe, et d'ailleurs la NASA ne le tente pas pour l'instant. Non, mais il n'y a pas réellement encore de vraie destination. C'est-à-dire, il faudrait être sûr qu'il y a une planète habitable quelque part. Il faudrait demander à Franck Celsis, qui est dans le coin. On a un spécialiste des exoplanètes dans le coin. Si vous le voyez, vous pouvez lui demander quelle est la prochaine planète qu'on va les coloniser. Je pense qu'il a peut-être des réponses. Donc la réponse à ta question, c'est qu'on va rarement ou jamais lentement. Si on va des fois lentement dans l'espace, si justement ça prête c'est le sujet de l'auteur. Mais si le but du livre, c'est d'utiliser la galaxie comme toile de fond dans laquelle on circule, comme on circule en région parisienne en RER, à ce moment-là, le recours à l'hyperespace et à la supervitesse est une sorte de truc presque obligatoire, au risque même disons, ça fait maintenant 3/4 de siècle que les auteurs de SF emploient ce truc. C'est devenu un sujet de recherche d'ailleurs scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui fantasment le moteur ultra rapide et tout. À torsion spatiale, des choses comme ça, le space warp, ce genre de choses. Ça peut aussi devenir un peu banal. Il peut y avoir un effet de banalité, c'est-à-dire que si on le voit d'ailleurs dans les derniers films de Star Wars, quand on appuie sur la commande d'hyperespace, on passe d'une planète à l'autre, d'un système à l'autre, et finalement... C'est moins embouteillé que la région parisienne. Non, mais il n'y a pas de voyage en fait. C'est une translation instantanée. Et donc on perd quelque chose de la difficulté qu'il y a dans l'idée même du voyage. Tout à fait. Alors c'est marrant. C'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai eu la même difficulté. Moi, je suis parti avec l'idée de faire de la hard SF, donc qui respecte la physique. Et très vite, je me suis aperçu que bon, alors voyager à la vitesse de la lumière, c'est impossible. Mais même bien en deçà, c'est pas faisable. C'est-à-dire, si on a un astéroïde devant nous et qu'on utilise un radar, le temps que le signal fasse l'aller-retour, déjà, il faudrait que on aille à la moitié de la vitesse de la lumière. Et si en face l'astéroïde va à la même vitesse que nous, on divise encore par deux, un quart de la vitesse de la lumière, etc. Donc je me suis dit, je vais aller très lentement avec et on va utiliser un autre artifice, comme on va le voir tout à l'heure. Mais je me suis aussi rappelé que le voyage était aussi ce qui était important, l'Odyssée, hein, et qu'il pouvait se passer plein de choses dans un voyage, et le temps permettait de poser aussi une dramaturgie dans le temps du voyage. Et là on repense à Alien, Passenger, c'est-à-dire s'ils avaient fait un bond dans l'hyperespace, l'histoire aurait été beaucoup moins drôle. On pense à ce film récent là qui est pas mal, qui s'appelle Passenger, je crois, où il y a justement un vaisseau Arche, où les gens, donc pour éviter ce problème que tu mentionnais tout à l'heure, les gens sont en hibernation, là, en sommeil profond, et il y a un couple qui se réveille. Donc voilà, donc on peut aussi raconter des histoires dans un univers qui passe lentement. Il y a aussi une série récente qui s'appelle Always, où malheureusement ça s'est arrêté au bout de la saison 1, qui était, on raconte l'épopée d'une simple mission vers Mars. Donc ça durait je sais plus combien de mois, et on voyait uniquement ce qui se passait dans le voyage. Donc justement le temps lent est aussi un élément pour raconter une belle histoire. Oui, alors, j'allais dire que moi, ce que ça m'évoque, c'est effectivement, d'un côté, la simplification ultime, la télétransportation, bon, le Star Trek, voilà, on y est. J'en tout de suite. rêve, moi. Voilà. Et d'un autre côté, moi, je me souviens d'un livre paru chez Ditis, donc avant que j'ai lu Existe, de E.C. Tube, qui s'appelait La planète oubliée, avec une magnifique couverture de Benvenuti. Et, La planète oubliée, c'est Muriel Inster. Je pense que tu dois parler de... Il y a un roman de ces tubes qui a été adapté à la télévision française. Ah. Et c'est celui-là. Ça doit je pense que c'est celui-là. Le vaisseau monde ou un truc comme ça. Voilà. Alors, il s'appelait donc La planète oubliée parce que c'était un titre complètement menteur. Mais la réalité, c'est qu'il posait une base qui a été souvent reprise à l'époque, qui étaient des gens qui étaient à bord d'un vaisseau où 10 générations, 20 générations allaient succéder à une vitesse assez inconnue d'ailleurs, puisqu'au départ, ils ne comprennent pas qu'ils sont à bord d'un vaisseau, puisque c'est un vaisseau monde, et en cours de route, 1, puis 2, puis 3 héros vont découvrir qu'ils sont en route pour quelque part.
Et évidemment, c'est une dramaturgie formidable. Parce que autour, il y a énormément de gens qui ne se posent pas de questions, qui sont à bord de leur monde et qui découvrent que leur monde est un micro-monde en route pour ailleurs et ils ne savent pas ce qu'est cet ailleurs. Ils attendent la fin du voyage. Alors, après, ça a été décliné des centaines de fois, mais ça a débouché d'ailleurs plus tard sur tous ces livres où on transforme la planète Terre en vaisseau, en mettant des tubes d'un côté pour les emmener dans une autre galaxie, qui sont généralement pas tellement des uchronies, mais plutôt des dystopies, parce que généralement, il y a toujours un ou deux réacteurs qui marchent pas. Ils n'avaient pas prévu qu'autour de la Terre, il y avait des poubelles. Il faut des péripéties. Voilà, c'est des péripéties, mais c'est un thème initiatique qui, en gros, revient, oui, à des temps très anciens, c'est à toutes ces légendes autour de la Terre et de possibles autres mondes, mais très lointains, très théoriques. Et j'allais dire que généralement dans ces romans-là, le but n'est pas d'arriver, le but est de continuer en sachant qu'on va vers quelque chose. Le but, c'est le déplacement, généralement. Et le but aussi, c'est l'initiation d'un certain nombre de gens dans un monde qui paraît clair, la découverte soudaine que c'est absolument pas comme ça. C'est-à-dire que tout le monde s'est habitué à y vivre, et quand arrivent les révoltés, parce que c'est forcément des révoltés qui découvrent qu'ils sont en route pour quelque part, ça provoque effectivement d'énormes bouleversements. Il y a des gens qui les considèrent comme des fous dangereux. Il y a les gens qui auraient tendance à sectariser la chose en disant oui, maintenant nous avons une destination. En fait, ce sont plutôt des choses sur des déplacements, donc des récits d'initiation, tout simplement. Oui, ce qu'on retrouve très très souvent en littérature, c'est un classique, quoi. Alors moi, justement, puisqu'on parle de ça, tu citais l'Odyssée, c'est intéressant. Est-ce que les films et les romans de SF avec le voyage spatial sont pas en train de réécrire les mythes modernes à travers ce voyage vers des destinations inconnues, à une époque où justement l'avenir de la planète, on sait qu'il est tendu, que ce soit sur le plan écologique, politique, etc. Est-ce que ces voyages, cette écriture des voyages dans l'espace, est pas une nouvelle fabrique à mythes modernes? Serge, t'en penses quoi? Ça l'a peut-être été. C'est peut-être en train c'est peut-être une fonction qui est en train de s'éteindre ou de devenir un peu banale. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a des évolutions cycliques dans l'histoire de la science-fiction, donc le thème du voyage spatial a été très en vogue dans les space opéras de l'âge d'or, donc 40-50, puis c'est un peu retombé avec la science-fiction des années 50-60 qui était dickienne, ballardienne. Plus sur la ville et sur la façon de vivre. Sur la planète Terre, sur des futurs un peu dystopiques, sur les états de conscience un peu limites. Donc on parlait à l'époque d'espace intérieur plutôt pour montrer qu'on s'était émancipé de la contrainte de la littérature de SF d'aventure. Et puis c'est revenu en force au début des années 80 avec la nouvelle vogue des sondes spatiales en fait qui ont, en photographiant le système de Saturne, de Jupiter, ont donné des images qu'on n'avait jamais vues. Et on redonnait envie de raconter des histoires, mais cette fois de façon plus crédible. Et puis après ça, il y a même eu ce qu'on a appelé le nouveau space opéra, qui a essayé de mélanger un besoin d'histoire scientifiquement très crédible, très plausible, avec le problème de la singularité, et donc l'idée qu'il y a une sorte de franchissement anthropologique qui nous attend, et que donc il faut combiner les deux si on veut raconter une science-fiction, disons, sur le bord d'attaque de la modernité. Donc, à mon avis, les grands mythes qui ont été créés par le space opéra classique, le thème du voyage dans l'espace, on vient de les évoquer très spontanément. C'est les séries et les films. Alien est un grand mythe. Oui, tout à fait. Et qui est un mythe qui va bien plus dans les significations, s'étend bien au-delà du simple thème de l'exploration. C'est un mythe maternel, c'est un mythe de dévoration, c'est une chose très, très profonde, en fait, qui est pas spécifiquement liée à l'espace. Star Trek, Star Wars, Galactica, etc. Tout ça, ce sont l'idée de la flotte qui vole éternellement, qui voyage éternellement, qui est une forme d'odyssée, d'odyssée éternelle. Je pense qu'il y a eu un moment, effectivement, où les grands récits spatiaux ont
redonner vie à des choses qui avaient un peu disparu à partir du moment où le tour de Terre était complet, toute la Terre était cartographiée à partir des années 40, où l'idée même du voyage terrestre, en fait, ne pouvait plus s'accommoder, ne pouvait plus aller de pair avec l'idée d'une exploration, voilà, et d'une découverte. On avait tout trouvé. Donc il faut, pour aller chercher de l'inconnu, il faut partir ailleurs. Exactement. Et toi, Pierre, du coup, dans tes récits, tu utilises des bons narratifs. Et du coup, le passage d'une histoire à l'autre, est-ce que tu le vois comme une téléportation littéraire? Parce que c'est quand même un outil pratique. Alors c'est une belle image déjà. C'est vrai que moi j'aime bien travailler la structure des histoires. À la base, je suis informaticien, donc j'aime bien la structure. Quand on crée un programme informatique, on n'arrive pas à la gueule enfarinée en écrivant ligne après ligne. Enfin, on peut le faire, mais il faut quand même avoir un but, une structure, etc. Et quand j'écris mes histoires, que ça soit de la science-fiction ou dans un autre genre, j'aime bien beaucoup travailler la structure parce que, alors quand je dis structure, c'est pas uniquement le plan, hein, c'est-à-dire bien sûr je travaille le plan, mais aussi la façon dont on raconte l'histoire. On voit aujourd'hui au ciné, avec les séries et même dans les romans, qu'il y a de plus en plus de structures différentes. Le plus connu c'est le flashback, mais il y en a énormément. Et je trouve que la structure en soi apporte aussi quelque chose de plus. C'est-à-dire ça peut changer la façon de raconter l'histoire. Et c'est vrai que initialement, quand j'ai commencé à écrire donc, mon premier roman qui était La Fractale des Raviolis, donc encore une fois, informaticien, j'avais pas une super culture de l'écriture. En fait, j'ai écrit mon roman, il faisait 3 pages, quoi. C'était très synthétique, en fait. Et je m'aperçois en fait que j'étais très à l'aise pour écrire des nouvelles, mais pas pour écrire un roman. Or, je voulais écrire un roman parce que voilà. Et donc, il fallait que je trouve une astuce pour transformer des nouvelles en roman. Et l'astuce, c'était de créer. Alors, en l'occurrence, dans La Fractale des Raviolis, c'était une histoire de poupée russe. C'est une première histoire qui enchaînait une deuxième histoire, qui enchaînait une troisième histoire, etc. Et qui donnait au lecteur, exactement ce que tu dis, des bonds, en fait, d'une histoire à l'autre, sans même terminer la première histoire. C'était ça, la curiosité. Donc, typiquement, la première histoire, c'est une femme qui veut empoisonner son mari avec des raviolis. Au moment où le mari va manger des raviolis, il y a un petit enfant qui vient dans la salle. Et là, la femme est paniquée, et sans qu'on sache si l'enfant va manger ou pas les raviolis, hop, on passe dans une deuxième histoire, etc. Alors, je pense qu'on vient de faire un bond dans l'espace, puisque l'Empire est en train de nous attaquer. Enfin, il y a un Jawa aussi. Faites gaffe à vos poches, les gens, on sait jamais. Hein. Je vous rappelle que ils ont tendance à chaparder. Bref. Bonjour à tous. On peut applaudir Fan Star Wars Bordeaux parce qu'ils ont quand même des costumes de folie. Tout ça pour dire qu'à la fin de la Fractale des Raviolis, la structure avait bien plu, et je me suis dit, c'est vrai que c'est une astuce intéressante, mais je vais pas sans arrêt écrire il faut pas que je me répète. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler les structures, les différentes structures possibles. Donc le deuxième, c'était plutôt en arête de poisson, là, une histoire principale, et des ramifications, voilà, des ramifications, les quêtes annexes. Voilà, c'est exactement ça. Et finalement, je me dis, c'est un peu le même univers que dans les jeux vidéo ou dans Mario, on passe de l'univers à l'autre, d'un bon à l'autre, et à chaque fois, on a des univers différents, mais ça reste cohérent dans une trame principale. Donc voilà, j'aime beaucoup ces structures, et pour moi, l'histoire et le fond et la forme sont indissociables, en fait, voilà, si on le dit simplement. Comme quoi, c'est intéressant aussi de voir qu'on réfléchit beaucoup à ces choses-là quand on écrit, et que ça met du rythme et de la dynamique en tout cas. Et puis bon, moi j'ai beaucoup ri quand j'ai su qu'elle allait empoisonner, enfin qu'elle voulait empoisonner son mari avec des raviolis. Je spoil pas sur si elle va y arriver, mais. Mais ce qui est aussi intéressant quand je parle avec des collègues, c'est que tous n'ont pas la même façon d'écrire, et certains auteurs écrivent très spontanément au fil de l'eau. Donc moi je suis incapable, hein, je respecte ceux qui font différemment, mais pour moi c'est impossible. Ouais. Je comprends. Jean-Pierre, toi qui es une bible vivante des œuvres de pop culture. On va plutôt dire un bottin pas jaune de la Seine-et-Marne. Si tu veux. Est-ce que, puisqu'on parle de voyage spatial, est-ce qu'il y a une œuvre, alors plutôt dans les films, séries ou BD, qui est vraiment très immersive et visuellement extrêmement bluffante sur le voyage spatial? Si tu devais conseiller, voilà, sur le voyage spatial, une œuvre exceptionnelle. Alors, d'abord, je voulais faire une petite aparté parce que il y a un truc qui m'énerve beaucoup, mais vous n'êtes pas coupable ici généralement si vous êtes présent. C'est les médias généralistes qui nous parlent sans cesse de la fin du monde. N'importe quel historien ou n'importe quel amateur de science-fiction sait
que la fin d'un monde ne veut pas dire la fin du monde. C'est le début Alors, d'un autre. Et la seule chose auquel je crois, c'est la synchronicité. Et ça marche pratiquement toujours. Juste avant de venir, je l'ai fini dans le train pour venir ici. J'ai lu le dernier livre d'Ursula Le Guin, Changement de plan. Et c'est un exemple totalement parfait de voyage autre. Alors, elle reconnaît sa dette envers l'école sud-américaine, Borges, Cortázar et tout, qui était la même que celle de Aldis, de Ballard et tout, la dette envers les Italiens de la génération Calvino, Buzzati et tout ça. Et l'idée est absolument charmante. C'est quelqu'un qui est dans un aéroport, c'est Ursula Le Guin en réalité. Elle s'emmerde beaucoup. C'est un de ces aéroports américains où on attend entre les avions et tout. Donc c'est un espèce de terminus où on s'ennuie. Et elle découvre mystérieusement qu'on s'ennuie tellement qu'on peut se retrouver tout à fait ailleurs, sur une autre planète. Et elle va voyager sur 20 ou 30 mondes. Certains qui lui restent totalement incompréhensibles, certains qu'elle pense comprendre et elle découvre en cours de route que c'est pas ça, certains où elle est bien accueillie, certains où elle n'est pas accueillie du tout, certains qui sont guerriers, certains qui sont incompréhensibles. Et il y a, on va dire, dans ce dernier livre d'Ursula Le Guin, qui nous a quand même fait des pavés comme ça, totalement cohérents, il y a 40 ou 50 mondes. Alors, je dirais que changement de plan au Bélial, attention, le lisez pas d'un coup. Parce que comme vous changez de planète toutes les 10 pages, si vous lisez la suite, vous allez être totalement paumé. Par contre, si on le lit tout doucement, on découvre, 1000 milliards de planètes. Il y en a même qui sont évoquées et qui sont évoquées comme existant peut-être. Il y en a où tout ce qu'on perçoit s'avère, quand on repart, totalement faux. Il y en a qui sont pratiquement des clubs med en apparence. Il y en a d'autres qui sont apparemment extraordinairement rébarbatifs, mais en réalité, ça veut dire que il y en a où on ne comprend rien, comme l'écriture des Basques, d'où ça vient, pourquoi ils font ça. Il y en a où il y a eu apparemment des civilisations extraordinaires, mais elles sont perdues et les gens qui y habitent ne les voient pas. Ils vivent de manière complètement précaire à côté de monuments géants, mais quand on leur en parle, ils ne les voient pas, puisque ça fait pas partie de leur temps. Et j'ai trouvé que ce livre-là, qui est donc un couronnement de carrière, c'est la fin de Le Guin, je pense qu'on a une horloge biologique très simple qui a dû lui dire t'as plus beaucoup de livres devant toi. Et donc, elle a fait un vrai livre-monde, mais comme on en voit extraordinairement rarement. Parce que moi, tous ces livres, j'ai adoré, mais chaque fois, il creusait à fond un sujet, souvent de manière très étendue. Et là, elle aborde 40 sujets de manière très rapide, comme si, effectivement, son horloge lui disait « Celui-là, tu n'auras pas le temps de développer tout ça. » Il y a bien 40 romans là-dedans. Est-ce que tu Il va penses que juste c'est toutes évoquer. ces envies littéraires de futurs livres qu'elle a regroupées en un seul? Est-ce que tu penses que c'est des envies littéraires qu'elle avait pour des futurs romans qu'elle s'est finalement dit, je vais les regrouper en un seul texte? Je pense pas. Je pense que notre horloge biologique passait un certain nombre de livres, un certain nombre d'œuvres, un certain nombre de trucs qu'on a fait ou qu'on a lu, qu'on a subi, parce que chaque lecteur est un créateur du livre qu'il lit. Nous ne lisons jamais le même livre les uns les autres. Je pense que elle n'a peut-être pas eu envie de faire tous ses livres, mais elle a envie d'être moins. Elle était très peu démonstrative, elle était factuelle dans ses univers. Tout à fait. Là, elle est plus poétique, plus évanescente, et je pense que certains de ces thèmes, elle les aurait peut-être pas abordés. Je pense qu'elle a eu envie de faire un livre-monde presque d'un passé lointain, plutôt que d'un futur lointain, c'est-à-dire on est totalement hors temps, et elle prend plaisir à brouiller des cartes que pour l'instant elle avait très bien développées. En Amérique, moi, quand je parlais de Ursula Le Guin, c'était souvent avec des gens qui ne lisaient pas de science-fiction. C'est une autrice qui est lue par beaucoup de gens qui ne lisent pas de science-fiction. Voilà, parce qu'elle est un peu ce qu'était Barjavel après-guerre en France.
Si vous disiez à un lecteur de Barjavel, tu lis de la science-fiction, Je lis il disait, Barjavel. pas du tout, j'ai Barjavel, ça n'a rien à voir. Ou certains livres de Pierre Boulle, ou, euh, euh, Robert oui, Merle et aussi. ou Robert Merle, qui sont les grands, et même Jean d'Ormesson avec La gloire de l'Empire, qui est une formidable description, mais formidable, d'un empire qui n'a jamais existé. Moi, je suis pas très Jean d'Ormesson, hein, et ce bouquin-là m'a sidéré par la cohérence de sa vision. Et c'était tellement bien qu'il n'a pas su le vendre. Parce que d'habitude, Commercial, c'est un métier en même temps. voilà. Non, mais il savait vendre avec ses beaux yeux et tout, des trucs d'émotion et tout. Mais dire qu'il avait recréé un empire qui n'avait jamais existé avec une langue, avec des dates, des monuments, une manière de construire et tout, il était lui-même baba de ce qu'il avait fait. Donc, il savait pas le vendre parce qu'il disait non, mais il y a quand même de l'émotion, il y a quand même des histoires d'amour. Ceux qui me lisent d'habitude seront un peu déroutés, mais faut pas qu'ils s'arrêtent au fait que c'est plus compliqué que d'habitude. Hein, et bon, ça a été un four. C'était un livre formidable et un pas sur le côté, si on peut dire. Non, si vous voulez, moi, je pense souvent, la science-fiction me ramène un petit peu, des fois, au monde réel. C'est-à-dire que je suis marqué à vie par le film L'étoffe des héros. Il y a deux chemins. Il y a celui, effectivement, d'aller jusqu'aux étoiles. Alors, pour la petite histoire, quand on a fait les tests d'aptitude pour aller dans l'espace, les femmes étaient largement devant les hommes au niveau endurance, solidité, réaction et C'est tout. souvent le cas, non? Oui, mais le problème, c'est que ça n'arrangeait pas du tout la NASA, qui voulait des cow-boys. Bah évidemment. Alors, ils ont Pour aller pris les planter des cow-boys, et ils n'ont pris aucune femme. Et c'est comme ça que s'est faite l'histoire. Et je trouve que le petit chemin que prend Sam Shepard, qui lui veut juste traverser le mur du son, c'est lui qui nous intéresse. Alors, parce que c'est une aventure individuelle, et puis que le mur du son, c'est quelque chose quand même de factuel, et son espèce de mépris chaleureux envers ces mecs qui se mettent des casques et tout, et qui doivent réclamer pour avoir un hublot, avec des savants allemands qui leur disent « Mais vous n'avez pas besoin de hublot, vous êtes dans un truc fermé qui va monter et descendre, si, on veut des hublots. Et on va vous faire un hublot, mais c'est complètement idiot. » Et là, il y a une espèce de divergence entre une vision poétique court terme individuelle, qui est celle de Sam Shepard, qui restera pour moi un des grands comédiens de cette force et de cette faiblesse, et puis ces types un peu indistincts, y compris celui qui se crache en arrivant et à qui plus personne ne parle, et dont on découvrit 20 ans plus tard que c'était pas sa faute, c'était le module qui marchait pas bien. Alors, j'allais dire que c'est ça qui me fascine dans ce film et dans beaucoup de choses, c'est comment on a affaire à des aventures soit collectives, soit individuelles. Dans les aventures collectives, il y a forcément une certaine compétition. Ça va être le plus charismatique et le plus beau à la télévision déjà, qui va passer devant, aussi à cause de sa femme qui ressemble un peu à Jackie Kennedy. Ça va être celui qui est un peu renfrogné, qui va passer derrière, et puis celui qui a échoué, on n'en parle pas, puisqu'il est pestiféré. Mais je trouve que la science-fiction n'est toujours pas devenue la littérature du réel, et tant mieux, parce que moi actuellement j'ai essayé quelques romans normaux, comme on dit. La Blanche. Voilà, de la lead gen blanche, avec des gens qui me racontent qu'ils sont pas heureux dans leur vie parce qu'ils ont été traumatisés, ouin. Ils m'intéressent absolument pas parce que je peux. Il y a des personnages traumatisés dans la SF aussi. Oui, mais tout le monde a été à un moment secoué par quelque chose, en faire son épicerie. Pourquoi pas, mais enfin quelqu'un qui me raconte sa vie où ils ont eu un petit ennui mais ça les a traumatisés à vie, ça dure 200 pages, avec un mec qui dit ça a dû être très dur pour vous quand vous avez crevé un pneu mental et que vous avez vu que vous n'avez pas de route de secours mental. Vraiment, je me dis non mais on est et en plus ce sont des gens qui revendiquent, c'est une tendance très actuelle, qui disent la fiction, il y en a eu assez.
Maintenant, il faut raconter ce qu'on a en soi. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'avec le monde dans lequel on vit, on a besoin justement de s'évader et de rêver un peu. On a besoin de s'évader et ça peut. Attention, hein, je suis pas contre la lead gen, mais pour un livre comme Là où les tigres vont boire, qui a eu le Médicis il y a maintenant 25 ans, qui est extraordinaire, qui s'est pas tant vendu que ça. Paul Morand, homme illégal mais parfois brillant, disait un bon livre, on arrive à le vendre, mais un très bon livre, c'est plus difficile. Ben, je crois que c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Je crois que c'est toujours vrai, qu'il y a des livres, il faut un peu s'accrocher, parce qu'ils nous amènent à la fois une langue, à la fois une réflexion, à la fois une obligation de penser plus grand. Et j'allais dire que, moi, des fois, j'utilise des ruses, hein. Mais la ruse, c'est que pratiquement tous les gens qui sont passionnés d'histoire, mais d'histoire, la grande histoire, celle où il y a des pavés comme ça, on arrive à les amener à la science-fiction sans trop de problèmes. Ils trouvent d'ailleurs qu'il y a des choses. Il y a des parallèles. Il y a des parallèles. Les amateurs de science-fiction, des fois, on leur dit, écoute, là, tu me gonfles un peu, parce que si tu lis les bouquins de Silverberg sur l'Empire d'Assur, c'est l'histoire. C'est des histoires formidables, et Silverberg ne savait pas faire la différence. Silverberg, moi, je l'adorais parce que il ressemblait beaucoup au dessinateur Paul Gillon, dans le sens que tous les deux menaient grande vie. Tous les deux voulaient avoir des appartements magnifiques, et tous les deux n'écrivaient que quand ils avaient besoin de beaucoup d'argent. C'est le chanteur qui sort un tube quand il doit payer ses impôts. Voilà, alors qui va tourner un Silverberg, film, quand il est à New York, il a écrit 4 romans dans l'année, plus 2 bouquins théoriques historiques, et puis il fait ça l'année suivante, après son appartement est payé. Il écrit plus pendant 4 ans. J'aimerais juste préciser que ce n'est pas le cas pour tous les auteurs. Hein. Voilà. Personnellement, je ne me paye pas non, mais à New York. c'était une machine qui a écrit 200 bouquins. Et il dit, quand je suis allé en Californie, il a fallu que je me remette à écrire des romans. C'est cher, la Californie. Voilà. Et donc, mais une fois qu'il a eu payé sa belle maison à Palm Springs, il a arrêté de bosser. Donc, chacun ses motivations. Moi, j'ai jamais su gagner d'argent, mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens comme lui, pour qui c'est un élan, mais vers le haut. En fait, ce qui est marrant dans l'écriture, c'est que moi, je fais partie des gens. Je lisais l'autre jour un petit livre de José-Louis Bocquet sur Simenon, qui était toutes les émissions radio de Simenon. Et je suis pas Simenon, hein, mais je me suis reconnu dans Simenon, dans le sens que Simenon, qui était un diable, hein, son éditeur n'avait les droits de rien. Hein, il avait le droit de lui payer 25 ou 30% tout de suite, et il avait que les droits de la France, pas les droits d'adaptation, pas les droits de l'étranger, pas les droits télé, et rien d'autre. Prenez des notes. Voilà. Et Simenon disait, j'écris un livre pour connaître la fin, car je ne pourrais pas écrire un livre que j'ai déjà vécu. Ouais, c'est une idée du voyage aussi. Et alors moi, je me suis reconnu parce que quand un éditeur a le malheur de me dire, mais comment ça finit? Je dis, si je le savais, je ferais pas le livre. Alors ça, c'est notre cuisine, ça. Il y a ceux qui ont besoin d'une structure forte et qui dedans vont faire des choses. Il y a ceux qui ont besoin d'une structure qu'ils vont détruire. Il y a ceux qui ont besoin d'avancer sans savoir où ils vont. Et nous avons tous nos mécanismes mentaux. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous lisez ces livres, généralement, ce mécanisme n'est pas apparent. C'est-à-dire que les 3 cas que je vous ai donnés, vous pouvez pas dire lequel avance dans le noir, lequel a besoin d'une structure en béton armé. Moi, je m'entends très bien avec ceux qui font des structures en béton armé, plus qu'avec ceux qui me ressemblent. C'est normal. Et j'admire ça. Les mecs, ils disent, mais tu pourrais essayer. Je dis, mais je saurais pas. Si je fais la structure, je ferai pas le livre. Et donc, cette agilité, je crois que c'est l'agilité des lecteurs quand la fantaisie, qui est au bord de la science-fiction, et la fantaisie science-fiction et tous les parallèles, et l'horreur, parce que quand on me parle de plans d'existence autres, de tout ça, etc., je me dis que Arthur Machen ou Arthur Machen a raconté mieux que personne le fait que ce qu'on voit, par moment, on voit autre chose et on voit qu'on ne voit rien et qu'on a des moments d'illumination. Tout d'un coup, on voit le monde tel qu'il est.
En fait, on a des sens assez pauvres. Hein. Bon, on n'a pas des yeux derrière la tête, on a des oreilles qui entendent presque rien, on a un goût, on a un Ça nez, dépend les gens. on a un nez, oui, mais par rapport à nombre Ah d'animaux, ben oui, on oui. est totalement On est minable. ridicule. Hein. On n'est pas des faucons pèlerins. Ah, Hein. c'est pas pour rien qu'on a inventé les outils. Voilà, on n'est pas des faucons pèlerins, on a besoin de lunettes pour lire ou de lunettes pour machin. Et j'allais dire que je pense que c'est ça qui fait un peu la force de l'homme, c'est ces sens très diminués qui l'ont amené à se poser de moins de questions que ces animaux super développés qui comprennent ce qui se passe à 100 km à la ronde. Mais pourquoi je dévie là-dessus? J'en sais rien, j'abandonne. Eh ben moi, je vais prendre un trou de verre, tiens, pour aller plus vite. Alors le trou de verre, c'est un grand thème de la SF qui rejoint le voyage spatial et qui est surtout un énorme raccourci dans la pop culture. Alors on peut le regretter parfois. À titre personnel, par exemple, j'ai détesté Interstellar. Je sais que je vais me faire huer par plein de gens, mais c'est pas grave. Et voilà. Et le trou de verre, c'est super parce que là, par contre, pas de problème de voyage à la vitesse de la lumière, puisque on saute dedans, on arrive ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Eh bien, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Alors, solution peut-être de facilité, mais dans mon roman dit de hard SF, pour aller loin, effectivement, si on veut pas y aller en 3000 ans, bah, il faut emprunter des raccourcis. Le trou de verre a deux avantages. Un, il respecte quand même, il faut aller jusqu'au trou de verre. Dans le trou de verre, on ne va pas le créer juste à côté de la Terre, ça pourrait être dangereux. Donc, il faut déjà quelques mois à une vitesse normale d'un vaisseau spatial pour aller ce que j'appelle le front de taille, hein, devant le trou de verre. Et le deuxième avantage, c'est que le trou de verre, en fait, il reste encore plausible du point de vue scientifique, puisqu'il n'est pas incompatible avec la théorie de la relativité générale aujourd'hui, même si on ne l'a pas observé. Et on ne sait pas quoi observer, en fait. On sait autant les trous noirs où ils sont bien caractérisés, autant Et les puis trous là, on de veut verre, pas y aller, par contre. oui, alors sauf si ça débouche vers une fontaine blanche qui est l'autre extrémité, puisqu'on ne sait toujours pas la singularité du trou noir aujourd'hui, est une singularité mathématique. Hein. Il y a une division par zéro quelque part, on sait qu'il y a une densité infinie, mais on ne sait pas ce que ça donne réellement. Et dans l'univers réel, les singularités, ça n'existe pas. Donc d'où l'idée de la fontaine blanche de l'autre côté pour expulser éventuellement de l'information de la matière, mais on ne sait pas du tout si c'est de la forme d'un trou noir à l'envers, où il y a même des théories qui disent en fait les fontaines blanches sont des trous minuscules de quelques millimètres, et c'est pour ça qu'on ne les détecte pas, parce qu'on n'a pas les instruments pour, et ça pourrait au passage expliquer la masse manquante de l'univers, la fameuse matière noire. Donc on ne sait pas encore l'expliquer, on ne l'a pas encore observé. Théoriquement, ça reste faisable. Donc moi qui veux être tamponné à RDSF, je me dis banco, je prends, j'achète. Et voilà, alors peut-être je serai contredit dans 100 ans, mais j'aurais pu m'acheter mon vélo avec des droits d'auteur d'ici là, quoi. C'est pas mal déjà, écoute. Est-ce que t'as jamais utilisé les trous de verre dans tes romans? Si dans les romans, Dans quel roman? dans les bandes dessinées, il y avait dans la fin des années 90, quand j'écrivais Aucune étoile aussi lointaine, les nouvelles spatiales, ça se passait dans un monde galactique où on passait d'un monde à l'autre avec des toboggans. J'avais trouvé ce J'adore. truc-là. Ouais. C'est beaucoup plus festif, du Oui, coup. non, mais ça marche très bien en plus, l'idée de la glissade et de changer de niveau comme ça en une fraction de seconde. Avec Comme différents le plans, en côté fait. perte d'équilibre, bref, je trouvais que l'image mentale était pas mal pour disons, faire vivre un concept de ce type-là. Donc, si, je suis familier de la chose et je dois dire que à la fois, il y a un auteur qui a réussi à concilier à la fois l'émerveillement qui va avec ce thème, disons, la cascade logique d'idées qui peut tomber du thème et qui peut nourrir un roman de science-fiction et créer comme ça l'émerveillement, le sense of wonder qu'on adore, et en même temps qui frôle presque le risque de la banalité à force de pouvoir tout faire. C'est Dan Simmons. Alors, je ne sais plus si c'est dans le cycle d'Hyperion ou dans le cycle de Ilium Olympos, mais je sais que dans l'un des deux cycles, donc on maîtrise parfaitement cette technologie des trous noirs et fontaines blanches, y compris à une échelle domestique. Et donc, je me souviens qu'il y a une rivière qui coule sur plusieurs mondes parce qu'elle franchit des portails. Et donc, oui, voilà, exactement. La rivière franchit des toboggans et donc, en fait, elle coule sur plusieurs planètes. Et je me demande même s'il n'y a pas une maison avec des portes et des pièces. Vous dites oui, c'est ça? Ouais, c'est dans Hyperion. Des pièces situées sur différentes planètes. C'est-à-dire que dans sa propre maison, on franchit un portail et on se retrouve.
ailleurs. J'aime Donc beaucoup c'est l'idée. à la fois merveilleux et en même temps on est à la lisière de l'ennui, c'est-à-dire Ça du devient la banal. vie quotidienne. Voilà, c'est ça. Oui, c'est comme prendre sa voiture le matin, c'est plus quelque chose d'exceptionnel. Exactement. Et donc voilà, il y a un moment où même les contenus les plus hallucinants de la physique théorique peuvent devenir ennuyeux s'ils sont domestiqués, trop domestiqués. Et justement, c'est sur ça que je voulais continuer, sur la notion de multivers. On a vu que c'était usé et abusé dans les séries comme Sliders, par exemple, ou plus récemment dans le Doctor Strange chez Marvel, où en 3 secondes, il change d'univers toutes les 3 secondes. Ça devient presque lassant, presque ennuyeux, pas forcément parce que c'est mauvais, mais parce que, comme tu dis, ça devient facile et ça devient normal. Du coup, est-ce que le multivers, ça pourra pas être un peu plus fou? Parce que j'ai l'impression qu'on s'est enfermé dans des narrations où le multivers, c'est juste des univers parallèles où, tiens, bah, dans celui-ci, je vais être conférencière, et dans un multivers, je suis boulangère, quoi. Est-ce qu'on peut pas faire plus palpitant que ça? Alors, je vais peut-être pas répondre tout de suite à la question que je fais, parce que j'ai besoin de me rebrancher sur une idée qui va avec ce thème. D'abord, il me semble qu'il faut prendre conscience que le thème du multivers, bien qu'il soit considéré comme un thème scientifique, est aussi assez largement un thème métaphysique. C'est-à-dire que c'est un objet scientifique invérifiable par essence. Et donc, à partir du moment où il est invérifiable, alors je sais qu'il y a des hypothèses d'expérience sur lesquelles on pourrait, au comportement d'une particule, détecter si elle a interagi avec son double dans un autre univers. Bon, c'est les trucs des GAN et tout ça. Donc, tout ça, oui, mais pour l'instant, c'est pas fait. Et on n'est même pas sûr que ce soit possible. Donc ça veut dire que dans un autre univers, Pierre et moi, on n'a pas acheté d'appart à New York, alors. Voilà, ben non. Oui, mais j'allais dire que la naissance des arts industriels, la naissance concomitante d'une imprimerie de masse, du cinéma, de la photographie, oui, les arts industriels, ils portent bien leur nom. Donc, après, ils vont se décliner. C'est grâce à Muybridge qu'on va se mettre à faire des chevaux qui courent normalement. Ce qui est déjà étonnant. Jusque-là, ils avaient les 4 pattes en l'air tout le temps. Et j'allais dire que les arts industriels, ça va se rediviser. Alors, si on fait un film, on a l'obligation d'avoir un budget. On s'aperçoit que certains metteurs en scène, j'adore James Gray par exemple, son film produit par Brad Pitt de science-fiction, je le trouve absolument sans intérêt. Ad Astra. Hein? Ouais, parce que je trouve que James Gray n'est pas fait pour la science-fiction. Non, puis c'est un film plus sur la recherche du père finalement. Voilà, et en fait, en cours de route, on se dit, est-ce bien utile? Dans le cas d'une série télé, il y a l'obligation qu'on regarde l'épisode suivant. Ce qui permet de créer parfois une trame encore plus passionnante. Parfois, ils exagèrent un peu parce que, mais qui a tué la souris? Et chapitre suivant, c'est personne qui a tué la souris, on passe à autre chose, etc. Dans le cas de bande dessinée à petit tirage, il y a une grande liberté. Quand j'appelle petit tirage, je dirais européen. Dans le cas de trucs genre super-héroïque et tout, où on doit suivre un chemin tracé. Moi, j'ai fait une proposition pour un Batman qui avait jamais existé et que le The Penguin et tout ça, inventé pour que les pauvres aient un espoir, parce qu'on n'aurait plus rien en tirer. On avait tellement tiré de trucs d'eux. Oh, ils m'ont envoyé un cahier des charges, ce qu'il fallait respecter si on faisait un Batman dans un monde où Batman n'avait jamais existé, qui était épais comme ça. Donc, mon histoire était impossible. Alors, je disais, mais si c'est un what if? Il disait, oui, mais si c'est n'empêche que, il faut qu'il s'y retrouve. Donc, dans mon monde où il n'y avait pas de Batman et on en a inventé un, il fallait qu'il y ait un vrai Batman qui vienne lui dire bonjour à un moment. Oui, il fallait que les univers se croisent pour que ce soit viable. Alors, quand on fait un roman isolé ou une succession de romans isolés, on a plus de liberté. J'allais dire que moins on coûte cher, plus on a de liberté. Plus on a de liberté. Plus on coûte cher, plus effectivement on se trouve face à des choses impossibles. C'est pas pour rien que les plus gros succès mondiaux actuels sont des films de fantasy moitié science-fiction chinois, dont un que j'ai vu, très ennuyeux à mon sens, mais très beau visuellement, a fait, tenez-vous bien, 3 milliards de spectateurs en salle. Ça fait rêver. Oui, mais parce qu'en Chine, tout le monde va au cinéma. Les places ne sont pas beaucoup moins chères, contrairement à ce qu'on croit, mais aller au cinéma une fois par semaine en famille, attention, pour voir une grosse comédie
où pour voir un film de fantasy et autres, c'est une habitude chinoise. Alors là-bas, quand un film fait 600 millions d'entrées, ils disent... C'est un four. Ils disent c'est un bide, hein. Mais bon, moins du ils s'en million, sortent. c'est sûr. Je dirais que tous ces mondes très différents, ceux qui coûtent très cher, ceux qui coûtent rien, ceux qui coûtent pas grand-chose, s'interpénètrent constamment. Parce que celui qui vient d'un média cher comme le cinéma, il va dire ah je ferais bien ça. Non, c'est trop cher pour moi, donc il faut que je trouve une équivalence. La liberté totale et absolue, effectivement, c'est l'écrivain, c'est le scénariste ou le dessinateur de BD. Dessinateur, auteur, c'est parfait. Scénariste, auteur, là, il faut que le mariage fonctionne. Et c'est des fois très compliqué. Moi, j'ai plusieurs projets avec différents dessinateurs et 3 que j'aime, j'adore hein, totalement. Et je leur ai dit, j'aimerais bien qu'on couche ensemble avant de se marier, qu'on fasse une histoire courte, parce que Pour voir si ça colle. pour voir si, ouais. Alors je sais que bon, ça paraît un peu libertin de dire ça, mais bon, d'abord, On est en 2025, Jean-Pierre. on est en 2025 et c'est le cas, je pense, d'énormément de gens. Hein. Mais oui, j'allais dire que tout ce qu'on évoque là, c'est que la science-fiction, dans sa fonction même, a un énorme avantage. C'est une très grande liberté. Je suis pas très hard science, mais maintenant que je vois qu'il y a des mecs qui font de la hard science avec de l'humanité, ça fonctionne. Bon, des livres totalement bouleversants. L'autre jour, il y a un type qui me demandait en 20 ans, est-ce que tu as lu un bouquin qui t'a mis par terre en science-fiction? En 20 ans. Après, je me suis dit, ah ouais, The City and the City de Sheila Miéville. J'en suis pas encore revenu. Hein, pour moi, c'est comme le désert des Tartares. C'est le genre de bouquin, quand ça surgit, on se dit, c'est quoi ça? Avec des espaces enchevêtrés. Avec des espaces enchevêtrés, tout à fait. Avec des espaces enchevêtrés où la même ville est habitée de 2 manières différentes par des gens qui ne se croisent pas, si on peut dire. Donc là, on est dans un vertige. Et l'écriture aussi, qui est super. Et l'écriture joue. Et j'allais dire que ce qu'on recherche dans tout ce qu'on vient d'évoquer et tout, c'est ce vrai sens of wonder, cet émerveillement où on n'est pas toujours récompensé. Moi, mon principe est que si on empile 7-8 livres, d'abord, le mauvais esprit nous fait mettre en dessous sans s'en rendre compte le meilleur, celui qu'on soupçonne d'être le meilleur. On commence les 4 premiers. Bon, il y en a, comme ils commencent, ça n'a pas été écrit du tout. J'ai plus le temps d'aller jusqu'à la page 28. Je vais lire les 4 premières et puis la on phrase a eu cette discussion juste avant la table ronde avec Stéphanie Nico. Voilà. Et d'autres, comme quand on était prêt à lâcher des livres maintenant. Et j'ai la dernière phrase toujours. De toute façon, je veux lire la fin avant. Moi, j'aime bien connaître la fin. C'est Jean-Luc Rivera qui fait la même chose. Ah ouais, parce que alors moi, je ne peux pas. Hein. Ah, mais tant moi, pis si je meurs, je ne sais moi pas j'aimais la fin. tellement les cinémas permanents parce que je rentrais 10 minutes avant la fin, je savais comment ça finissait et après je voyais le film avec plaisir. Alors, attends, j'aimerais bien savoir qui lit la dernière page quand il achète un bouquin. Ah ouais, non mais c'est fou. Hein. Alors c'est la peur de mourir avant d'avoir lu la fin. C'est pour être sûr de pas être déçu. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune justification. C'est une habitude en fait. Et même sur du policier ou du thriller, parce que c'est un risque quand même de perdre le sel du bouquin. Je crois que en fait, en librairie, je feuillette le livre, que je sens que ça me plaît, je regarde le début, je feuillette un peu, etc. Je flaire le livre. Mm-hmm. Lire la fin, disons le paragraphe final ou la dernière phrase me permet de juger si ça va être bien ou pas, en fait. Tu gagnerais du temps en critique littéraire. Évidemment, évidemment. Parce que tu sens si ça va être cliché ou pas, si tu le sens, quoi. Enfin, voilà. Puis, moi, j'ai tellement peur du spoil. Garanti à 100%, mais oui, mais on peut aussi ne pas lire seulement pour le spoil. Ah oui, bien sûr. Pour éviter le spoil, disons. Moi, je suis devenu fou à l'âge de 14 ans d'un livre que je relis tous les 10 ans, mais je lis plus le même livre. C'est l'avantage du temps qui passe. C'est la dernière phrase qui n'a rien à voir avec le livre de Gatsby, magnifique, dans la première traduction, la seule qui avait de la musique. Parce que merci les nouveaux traducteurs tellement fidèles qu'il n'y a plus de musique du tout. Et donc, il y a l'histoire de Gatsby. Et à la fin, c'est pareil, il y a un paragraphe qui dit « Ainsi avançons-nous, barque fragile, luttant sans cesse contre un courant qui nous ramène vers le passé. » Bon, évidemment que j'ai lu ce livre.
Et j'ai vu que le livre ne racontait pas ça du tout. Ah non, clairement. Et ça, je trouve ça diabolique. Alors, par contre, je partage ton point de vue. Dans le cas du polar et tout, on voit s'il est écrit. Le dernier Dan Winslow, Corruption, le final, j'ai pas pu m'empêcher avant de me taper les 800 pages. Ouais, après 800 pages, je comprends. Oui, non, mais ce n'est pas un livre de science-fiction, mais je le conseille à tous les lecteurs de science-fiction. Parce que c'est le plus grand écrivain de romans policiers des 20 dernières années. Tu peux redire les références si ça intéresse des gens. Donc, Corruption, c'est Don, D-O-N, Winslow, W-I-N-S-L-O-W. Corruption, c'est l'histoire d'une ville qui est New York. C'est l'histoire d'un flic qui est le plus macho des flics machos, le plus dur, qui va dans les mêmes restaurants que les gangsters. Et quand le gangster qui est en face de lui prend un steak d'1 kilo, lui prend un steak de 2 kilos. Ah oui, oui, d'accord. Et tous les deux ne payent pas, mais donnent un pourboire. Et il a fait tellement de malversations et de choses bien qu'à la moitié du livre, il est viré de la police. Mais alors commence la vraie fin du monde. Et il va quand même être là pendant la deuxième partie. Et on a bien besoin de ce flic pourri, insupportable, désagréable et macho, parce qu'il a des solutions. Et j'ai trouvé que c'était un livre bascule, c'est-à-dire qu'on a tout fait. J'ai lu un roman policier normal, et après, oui, ça devient de la science-fiction, puisque c'est la fin du monde, d'un monde, et tout d'un coup, ce mec-là est très utile puisqu'il n'est pas dans les cadres, puisqu'il utilise des raccourcis qui ne sont pas prévus. D'ailleurs, je trouve qu'il y a de plus en plus de conjonctions entre la science-fiction et le polar. Le dernier livre de Nesbro, c'est les nouvelles fantastiques. Oui, tout à fait. Bon, souvent, ce sont des dystopies légères, mais là, tu me casses les pieds parce que me dire, mais ça parce va qu'on très vit mal. déjà dans une dystopie. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en écrire? Voilà. Mais la marge entre polar et science-fiction, c'est beaucoup raccourci, sachant que c'était déjà le cas à l'époque de Leigh Brackett, de Catherine Moore, de tout ça. Parce que comme les univers parallèles qui peuvent se mélanger, les genres littéraires se mélangent de plus en plus. On a des éditeurs qui font des collections officiellement de blanches avec du fantastique. Je pense à la collection Mu, par exemple, Nemos, qui est faussement de la littérature blanche. Parce qu'en France, on a encore cette espèce de préconçu sur la SF, le mauvais genre, quoi. Comme pour le polar, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Sauf que le polar emmerde tout le monde parce que c'est ce qui se vend le plus. Oui. De tout. Donc, c'est un mauvais genre dont on parle dans les émissions littéraires très bien en disant oui, mais quand même, vous avez dépensé 8 millions d'exemplaires. Ça me fait penser la première fois qu'on a interviewé Goscinny, c'était Bernard Pivot qui l'invite. Il dit, je vous ai invité parce que vous êtes un phénomène. Votre livre Astérix a vendu 2 millions d'exemplaires. Et Goscinny, Uderzo dit rien, et Goscinny dit, je croyais qu'on allait parler du livre. Et il s'en va. Ah oui, il est parti. Oui. Pas chercher Goscinny. Ça, j'ai trouvé ça totalement génial, parce que Goscinny, qui avait été dans la misère absolue, qui a eu 10 ans de gloire absolue et qui est mort, tout d'un coup, on oublie qu'il a galéré pendant jusqu'à 40 ans et qu'il est mort à 50, quoi. Mais bon, le fait que les médias soient contre, ouais, c'est mauvais genre aussi. Donc, si on avait des médias, je pense aux télévisions, qui soient de notre obédience, je pense qu'on serait moins content parce qu'on serait pas forcément d'accord. Parce que une des raisons pour lesquelles je viens ici, une des raisons pour lesquelles je vais dans quelques festivals comme ça, petits ou moyens, les grands m'emmerdent, c'est que quand on parle d'un livre qu'on a commis ou d'une BD qu'on a commis, c'est quand un mec vous dit ce qu'il a lu dans votre histoire, ça tient la route, mais c'est pas du tout ce que vous y aviez cru y mettre. Et des fois, c'est émerveillant. C'est émerveillant parce qu'on voit que le livre vous a échappé et que le mec, il a pu se l'attribuer. Moi, je pense que le lecteur est largement aussi important que l'auteur. Faudrait les rappeler à quelqu'un. Et des fois, il est meilleur. Hein. Des fois, il est meilleur. Il y a certains livres, je me dis, ah ouais, merde, c'est lui qui a raison, donc je suis un peu passé à côté de mon livre. C'est malin. Pour finir, parce qu'on m'a gentiment montré l'heure, est-ce que vous auriez un bouquin qui parle de voyage, de multivers, de trous de verre, de ce que vous voulez à conseiller parce qu'on est quand même dans un festival de livres, vous savez qu'il y a une tente éditeur avec plein de merveilles dessous, j'y suis restée 15 minutes, j'ai déjà 10 titres que je vais ramener. Est-ce que vous avez un conseil sur ces thèmes-là, un ouvrage ou qui vous a marqué ou qui vous a surpris? Pierre, est-ce que tu as quelque chose, ou Serge?
Il y en a beaucoup. Dans les contemporains qui me plaisent bien, alors je pense qu'il est malheureusement pas invité aujourd'hui, c'est Romain Benassaia, qui fait des space opéras, notamment Arca ou des bouquins comme ça, où justement il raconte des voyages très longs, qui se passent plus ou moins bien. Oui, c'est le côté huis clos du vaisseau spatial qui peut poser problème. Il y a la série plus ou moins bonne selon les épisodes Alien Earth en ce moment, où il y a un épisode dans la série qui a un huis clos dans le vaisseau, et effectivement être enfermé à plusieurs, ça met aussi en avant les mauvais traits de caractère des gens. Ouais. C'est pas toujours facile. Serge, est-ce que tu penses à une œuvre? En fait, on en a cité tellement Ouais. que j'ai pas de. T'as pas un en particulier Non, il y a une série qu'on a vue il y a pas très longtemps, adaptée d'un livre de Blake Crouch, qui est une série qui parle de voyage entre différentes, justement dans une sorte de multivers. On arrive à créer une boîte quantique Mhm. qui se soustrait en fait à l'univers causal, et Mhm. donc à ce moment-là, c'est l'esprit des gens qui sont dans cette boîte qui prend le relais, et quand ils rouvrent la porte, ils sont dans un univers qui répond plus ou moins à ce qu'ils avaient en tête quand ils ont ouvert la porte. J'aime beaucoup l'idée. Et donc, c'est l'histoire de gens qui s'enfuient dans une sorte de continuum comme ça, d'univers, en essayant de comprendre le lien entre leur propre esprit et le décor qu'ils voient quand ils ouvrent la porte. Après, il y a toujours cette... J'ai oublié le nom Ouais. de cette série. Ah, est-ce que quelqu'un l'a Je pense que comme ça en tête, ça vous dit rien? Ouais, Dark Matter, voilà, exactement. Ah, super. Ouais. Donc c'est un livre ou une série de livres, et c'est une série dont il y a eu au moins une saison. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a cette espèce de vœu pieux de trouver un univers parallèle qui ressemble au nôtre en mieux, avec un autre président des États-Unis, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette série, le lien entre, disons, l'esprit de l'observateur et la réalité observée est fait, et le moteur de la construction des mondes. Mais les mondes ont une manière un peu vicelarde de répondre à tes désirs, tu vois. Oui, C'est-à-dire que c'est pas exactement. c'est le vœu au génie. Oui, Si tu voilà, le formules il y a mal, un côté comme ça, mais il y a pas d'esprit qui surplombe tout ça. C'est la logique des mondes. C'est-à-dire, ça répond à tes désirs, mais méfie-toi de tes propres désirs, en fait. tout à fait. Et donc ça, c'est plutôt bien vu. Alors moi, ma mémoire est en train de partir en effilochage comme du porc qu'on a cuit 18 heures, donc j'oublie tout, mais j'ai heureusement des filles qui se souviennent encore. Il y a 3-4 jours, elles me disent, tiens, on a regardé un épisode de la 4e dimension. Ouais, elles ont gardé l'intégrale, elles me le rendent jamais. Elle Oui, dit, je connais ça. elle me dit, on a regardé l'épisode numéro 6. J'ai dit, l'épisode numéro 6, elle dit, oui, celui où un tout jeune comédien, très beau, arrive et se met face à nous et il nous dit, je suis la mort, mais il faut pas avoir peur. C'est un voyage qui commence et on va le faire ensemble. Elle dit, il était bien là-dedans. Je crois que c'est ses débuts à Robert Redford. Ah oui. Bel hommage à Robert Redford que de revoir cet épisode de la 4e dimension. Ouais. Superbe série d'ailleurs, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, c'est exceptionnel. Il y a De toute pas tant façon, d'épisodes que ça. la 4e dimension et au-delà du réel, Aussi, ces ouais. deux séries restent indépassables. Parce Et que ça manque, même si avec ça Black manque, Mirror, ils parce ont qu'il y a des tenté fois des aussi un peu choses cet comme aspect-là. Love and Robots, Oui. ces machins où il y a des épisodes bien, des pas bien, mais là c'était toujours bien. Hein. C'était Au-delà du réel, il n'y a pas de faux pas, on est d'accord. Hein. ouais, donc Prenez les épisodes achetés. c'est extraordinaire, c'est Dont certains épisodes écrits par Harlan Ellison, quand Oui, même. Hein, donc c'est pas rien. C'était le meilleur nouvelliste américain. Et alors Matheson, il en a écrit un nombre sidérant. Et il avait une telle richesse imaginaire à ce moment-là que il pouvait vraiment gâcher le sujet d'un grand roman en une demi-heure parce qu'il savait qu'il avait du stock. En fait, ce qui est marrant, c'est que les écrivains les plus généreux dans leur œuvre sont ceux qui produisent le plus parce qu'ils se disent pas j'ai tant de barquettes comme un restaurant chinois, d'une fois que je les aurai toutes dépensées, je vais pas prendre un deuxième plateau. J'allais dire que certains qui produisent énormément, produisent encore plus parce que c'est une mécanique sans fin, ils trouvent des idées sans fin et ça se renouvelle tout le temps. À ce propos, d'ailleurs, vous ne l'avez sûrement pas vu, mais il y a un film de Mitchell Leisen qui était une star des années 30, qui a disparu vers les années 35, qui était un ancien chef décorateur, qui est devenu metteur en scène et qui a fait débuter des scénaristes, qui s'appelait Billy Wilder ou Preston Sturges. Il s'appelait Mitchell Leisen.
Et il a fait un film qui s'appelle La mort prend des vacances. Décidément, j'y reviens. Et c'est donc la mort, jouée par Frédéric March, donc avec une économie incroyable. Il a un visage totalement figé, qui vient dans une famille et elle va emmener quelqu'un, mais il va emmener quelqu'un qui est la jeune fille de la maison, qui tombe amoureuse de la mort. Et c'est fait avec une absence de sentimentalité, une sécheresse absolue. Et je dis toujours, si vous voulez voir un film où on tombe amoureux de la mort, regardez celui-là. C'est pas évident, d'autant que je rentre dans les âges limites, de tomber amoureux de la mort. Mais l'espace de ce film, on se dit, c'est pas impossible non plus. Ça veut pas dire que j'y crois. Mais parce que on vient de parler des limites spatio-temporelles et tout. Nous aussi, on a notre limite temporelle et peut-être spatiale. On ne sait pas. Moi, alors, quand un mec me dit athée, qu'il est athée avec une grande force comme ça, des fois il m'énerve. Je lui dis, écoute, jusqu'à nouvel ordre, moi qui ne crois pas en Dieu, je n'ai pas de preuve de la non-existence de Dieu scientifique. En fait, Donc, on n'a aucune preuve de rien. Voilà, donc On a le ressenti, être athée, c'est que tu as des certitudes. Moi, je peux pas, j'attends que quelqu'un qui soit plus versé dans les sciences exactes me prouve l'inexistence de Dieu. Oui, Ça- ou ça va quelqu'un être compliqué. revienne pour nous raconter. Oui, alors oui, mais ceux qui reviennent, à mon avis, qui sont passés par un trip psychédélique de cerveau qui machin, qui ont vu le tunnel blanc, qui retournent dans leur tunnel, alors j'y crois pas une seconde. Non, je pensais revenir pour de vrai. Ouais, non, en plus, tous ceux qui Comme reviennent, si on passait par tous un ceux trou de qui verre pour de reviennent vrai. pour nous raconter, déjà, ils sont pas morts. Mm. Voilà. Alors, menteur et demi. Non, je suis très curieux. Je suis très curieux, par exemple, C'est un peu par le rapport au dernier voyage, bouddhisme ceci. et autres, de me dire, en fait, est-ce que notre drame par rapport à la mort, puisqu'on continue d'une manière ou d'une autre, nos ongles poussent, nos cheveux soi-disant vivants qui sont morts poussent, je me dis, est-ce que ce qui nous terrorise, ce n'est pas la perte de l'ego? Surtout qu'on a une vision du temps qui est très linéaire. Oui, en oui, Occident, forcément. alors qu'elle est cyclique Et en même temps, une Orient. perte de l'ego. Si on est en Asie où j'ai passé beaucoup de temps, c'est un but à atteindre. Tout à fait. Donc, c'est bien compliqué tout ça. Alors, je ne suis pas mort, je ne sais pas comment ça se passe. Ça m'intéresse, mais je suis pas pressé spécialement et je ne reviendrai pas. Bah non, parce qu'il y a Hypermonde l'an prochain quand même. Je reviendrai pas vous dire ce qui se passe là-bas. Non, Hein. mais non. Je suis en train de lire Bob, nous sommes légion, Oui. quelque chose comme ça, une série là qui parle un peu de ça, puisque c'est un gars qui meurt. Quand il meurt, on récupère sa tête, son cerveau, et 100 ans plus tard, en fait, on le transforme une sorte de, je sais plus quel est le terme qu'ils emploient, mais c'est un hybride humain-machine, plutôt considéré comme une machine, mais il a encore sa conscience, son ego, et justement, il est enfermé dans une boîte, et qu'est-ce qu'il fait? Donc ça adresse à quelques-unes de ses réflexions. C'est pas mal. Oui, parce que de toute façon, comme la mort est le dernier voyage, évidemment que les auteurs de SF se sont emparés du thème aussi. Hein. Et le dernier voyage, t'en sais rien. Bah, en tout cas, T'en pour sais rien, nous. il faudrait le prouver scientifiquement. Bah écoute, on va essayer de toper les scientifiques du salon pour leur poser la question. Tant qu'on nous met pas dehors, je vous propose de répondre à des questions. Alors je sais pas qui est le bénévole chargé de la salle, mais si tu as un micro pour faire passer, c'est super. Merci beaucoup. Oui, alors donc je crois qu'à un moment donné, vous avez dit qu'on pouvait faire des voyages non rapides, du coup, plutôt dans le slow. Et moi, ma question, c'était de savoir, en fait, ça plombe pas le rythme. Enfin, je veux dire, vu qu'on est dans des sociétés plutôt à vouloir toujours aller toujours plus vite. Donc, je trouve ça assez intéressant comme démarche. Voilà, j'aimerais savoir. Je passe tout de suite la parole, mais en fait, on raconte pas les mêmes choses quand on décide de faire un voyage lent. Que ce soit par exemple un voyage qui s'intéresse à une cargaison d'êtres humains en animation suspendue dans laquelle il y a des problèmes, que ce soit un vaisseau arche dans lequel les générations se succèdent et finissent par considérer le vaisseau dans lequel ils sont comme un univers en soi, on n'a pas cette impression de lenteur, parce que ce qui crée l'impression de lenteur, c'est l'absence d'événements. Si vous décrivez qu'il se passe rien pendant 100 pages, vous aurez une impression de lenteur. Mais s'il se passe les crises habituelles du monde humain à l'intérieur d'un vaisseau qui va lentement, vous aurez l'impression d'un récit très rapide. Et par contre, l'éloge de la lenteur, disons éventuelle, même au niveau rythmique, dans une époque qui va très vite, ne me semble pas, comme vous, je crois, contradictoire. C'est-à-dire, c'est plutôt, ça peut être aussi très agréable
de lire une histoire lente. Moi, plus ça va en fait, plus j'aime les histoires lentes. Moi, j'aime le cinéma contemplatif. Alors, du coup, je te rejoins sur le fait qu'on est toujours en train de courir, qu'on scrolle sur des vidéos de 30 secondes en zappant avec pas le temps de figer notre attention et de prendre plaisir à ce qu'on voit. Alors, de temps en temps, ne serait-ce que d'admirer la photographie d'une belle image ou de lire une description agréable où d'un coup, dans notre tête, on visualise l'intérieur d'un vaisseau spatial. Je trouve ça plutôt chouette. Oui, puis il y a un truc, c'est marrant de voir qu'on est... Bon, moi j'ai connu l'époque où on écoutait que la radio, il n'y avait pas la télé. Ok. Donc, et là maintenant, quand je m'aperçois que je vis comme un drame personnel, quelque part du côté d'Aubusson, dans une maison extrêmement calme au bord d'un lac, l'absence de réseau, où le premier jour je tempête, où je vais rester 15 jours, et où je m'aperçois au 3e jour que je n'ai pas besoin de réseau, que j'ai des livres à lire, que ah tiens j'en ai plus, je vais en acheter un autre, et tout d'un coup je me dis c'est marrant parce que moi qui suis très dubitatif par rapport à cette surenchère et tout, j'en suis aussi prisonnier que les autres. Et quand je reviens, je me dis oh, j'ai dû rater plein de choses, et je regarde, j'ai pas raté grand chose, j'ai même rien raté du tout. Et quand on dit qu'on va aller plus vite, c'est marrant, c'est comme on va aller plus vite en même temps et ensemble, souvent on va plus lentement. D'où les encombrements, les machins, les surbookings, les trucs. C'est-à-dire que c'est vraiment la course du rat, quoi. Là-dessus, Lausier, qui faisait dans l'humour, le voyait très bien. C'est-à-dire que tous ces gens qui veulent faire partie de l'élite, ils deviennent tellement nombreux qu'après, ils se dégroupent parce qu'il y a l'élite de l'élite de l'élite de l'élite de l'élite au-dessus. Et il racontait bien dans Je vais craquer, par exemple, le film et le livre, ce truc-là qui était une course en avant totalement imbécile. Mais on fait tous partie, parce que vous aimiez la crème anglaise ou être reçu dans le club le plus huppé du monde, ou au contraire. Alors il y a qu'un truc que je peux pas supporter, qui existe dans la littérature du réel, dans la lit Jeanne Blanche et tout, c'est les gens, souvent des beaux quartiers de telle ou telle ville, qui se sont immergés pendant 1 an dans un quartier défavorisé. Attendez, on parle pas des pygmées au XVIIIe siècle. C'est le tourisme des riches, tu sais. Voilà, on parle pas du XVIIIe siècle. J'ai passé 1 an à la Courtille, dans une cité. En fait, il y avait des gens très bien, puis des gens pas bien du tout. Mais ils m'ont accepté et tout. Mais arrête, t'es pas Livingstone ni Stanley. Arrête. Non, nous savons, avec la science-fiction, nous savons qu'il y a de la grandeur. Nous savons qu'il y a de la petitesse aussi dans les mondes trucs. Je veux dire que la grande divergence, je l'ai essentiellement, il n'est pas là heureusement, avec Jean-Luc Rivera, qui est un homme très très ouvert sur tout, sauf sur le Seigneur de l'instrumenté de Cordwainer Smith, qui pour lui est la pire ânerie de tous les temps, et qui est pour moi un de mes livres favoris. Mais ça, il a le droit de pas aimer. On peut être amis et ne pas avoir les mêmes goûts littéraires. Mais j'adore ces conversations comme ça, où on est d'accord à 80%. Heureusement qu'on n'est absolument pas d'accord sur les 20% qui restent. Et c'est un émerveillement. Et là, si on demandait à tous ces gens quel est leur livre préféré... Alors déjà, bon courage, hein, parce que moi, je trouve ça extrêmement dur comme question. C'est horrible, parce que dans une demi-heure, on voudra passer et dire « Dame, j'ai changé d'avis. En fait, je pensais pas du tout ça, mais j'ai dit ça parce que j'avais un peu le trac. Mais je crois que c'est plutôt ça. Non, attendez, est-ce que j'ai jusqu'à demain ?» Et puis, est-ce que ce serait un bouquin de SF aussi? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr. Et Pierre, toi, qu'est-ce que t'en penses de cet éloge de la lenteur, du fait d'aller lentement de temps en temps pour... Alors, comme je l'ai dit, moi, dans mes romans, on va lentement, parce que technologiquement, on n'a pas le choix, mais ça s'intègre dans le récit. Un truc tout bête, par exemple, si je sais que je dois mettre 18 mois pour aller vers mon front de taille, là, pour miner un trou de verre, la question se pose de l'équipage. Et dans mon livre, je pars d'une théorie qui dit que dès qu'on est plus de 3, il y a 2 clans, donc il risque d'y avoir des problèmes. Donc les équipages, il y a que 2 personnes, hein, au moins à 2 personnes. Il y a déjà des problèmes quand on n'est que 2. Hein, l'avantage à 2 personnes, c'est que si c'est vraiment ça se passe mal, on est obligé de collaborer pour régler les problèmes.
À 3, il peut y en avoir 2 contre 1. Donc voilà, donc ça s'intègre en fait dans le récit en disant on va être longtemps ensemble, comment on se structure, comment on s'organise, quelle est l'architecture du vaisseau pour permettre voilà, cette liberté, mais aussi ce travail ensemble. Et puis il y a aussi des tas d'interrogations quand on va lentement, et là je reprends l'exemple des mineurs, où on va faire un trou dans la paroi, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc il y a la peur de l'inconnu. Et là, aussi dans les romans, les gars ne partent pas avec tout leur plan de l'expédition, on bénéficie du temps de voyage qui est de 18 mois pour planifier l'expédition. En fait, c'est pas du temps perdu, c'est intégré. Donc tout ça fait que ça devient cohérent et que c'est pas une perte de temps et que pendant ces 18 mois, il peut se passer plein de choses et plein de découvertes qui vont peut-être changer la destination finale ou l'orientation du voyage. Non, puis en 18 mois, les personnages ont le temps d'évoluer aussi dans leurs rapports Oui. sociaux et puis même eux-mêmes par rapport à l'imaginaire qu'ils avaient du voyage, parce qu'un voyage, ça se fantasme avant. La préparation du voyage, elle est aussi importante C'est que le voyage en exactement ça, lui-même. ouais. Et une fois qu'on est dans le voyage, bah, il peut y avoir des déceptions, des joies. Enfin, Et il y a un point aussi que j'aime beaucoup dans la lenteur, c'est on se rend pas compte de la vitesse de la lumière, c'est très rapide, mais c'est aussi très lent à l'échelle. Et on s'aperçoit que, ne serait-ce que sur Mars, par exemple, il faut plusieurs minutes à ce qu'un signal arrive. Et donc moi, je mets dans mon roman la limite des petits chevaux, au sens où les ordinateurs qui sont embarqués, très rapidement, ils ne peuvent plus contacter les data centers dans le monde, sur la planète Terre, ce qui fait qu'ils sont très rapidement limités. Et à partir d'une certaine distance de la Terre, style 3 secondes de lumière ou 8 secondes de lumière, le temps de réaction devient trop lent pour avoir une conversation fluide avec une vraie intelligence sur Terre, ce qui fait que la seule chose qu'ils savent faire, c'est jouer aux petits chevaux. Alors c'est ironique, hein, c'est-à-dire plus ils s'éloignent de la Terre et plus ils deviennent bêtes. Donc les ordinateurs deviennent bêtes, et les humains, en fait, retrouvent leur humanité parce qu'ils perdent ces assistants virtuels. C'est un vrai débat aujourd'hui, hein, les ChatGPT et co. Donc on peut s'imaginer dans le futur que ça sera pire. Et plus on s'éloigne de la Terre, et plus on retrouve son humanité parce qu'on est déconnecté des intelligences artificielles. oui, ça rejoint quand on part 15 jours dans un endroit déconnecté où on C'est se retrouve exactement avec ça, ouais. soi-même et on est obligé de se débrouiller tout seul. Par exemple, on ne peut plus demander à Et ChatGPT la liste des courses ou la recette C'est de cuisine exactement avec ce ça. qui reste dans le Et- frigo. et- quoi. et le fait de faire des voyages de 18 mois ou plus, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, on se rend compte de toutes ces limites et tout ce qu'on gagne et tout ce qu'on perd par rapport à un saut instantané où je ferai abstraction de la latence de communication, des choses comme ça. Donc ça oblige à inventer tout un mode de communication vis-à-vis de la Terre, en fait. J'envoie un message, il sera lu dans une journée, le temps que la réponse revienne, ça fait 2 journées. Donc j'ai plus le même type d'interaction et le même de vie sociale et autres. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est que ça nous fait des œuvres totalement différentes entre un Star Wars où on passe en hyper vitesse et comme disait tout à l'heure Serge, on a une accumulation de planètes visitées en l'espace de 2 heures, à des œuvres où c'est le voyage qui va être important et où on va voir à quel point l'univers est immense en fait, parce qu'on n'a pas ce ressenti-là quand on saute dans l'hyperespace. Et effectivement, l'univers est immense et le fait qu'on puisse pas communiquer à l'extérieur facilement, la solitude, et en fait, quand j'étais petit, je pensais que les vaisseaux spatiaux c'était des gros avions en fait. Et je m'aperçois aujourd'hui, j'avais cette image-là, c'était des avions sophistiqués. En fait, le vaisseau spatial c'est un sous-marin. C'est-à-dire que les gens viennent en huis clos, ils peuvent pas sortir, ils sont dans le noir, ils sont sous environnement artificiel. Et quand on pense comme ça, c'est différent, je trouve. Et du coup, pour finir, parce que je pense qu'on va finir par se faire mettre dehors après, est-ce que si vous aviez l'opportunité, vous iriez dans l'espace ? Là, demain, Jean-Pierre, on t'appelle, on te dit, voilà, il y a une possibilité de partir dans l'espace, petit voyage touristique d'agrément comme font certaines stars américaines. D'abord, voir que la Terre est courbe, c'est un début de vérifier. Je l'ai fait, puisque je suis monté en Concorde. Suite à des soucis financiers, il fallait que je récupère un chèque et que je le remette le lendemain matin. Donc j'ai fait Et t'as pris le l'aller-retour. Concorde. J'ai fait l'aller-retour Moi, je vais en tram chez le banquier. en moi. pantoufles, avec du champagne. C'est comme un avion français en pantoufles. J'ai vu que la Terre était courbe, donc ça me suffit. Après, j'aurais tendance à me dire que j'ai pas envie d'y aller tout seul. J'ai envie d'emmener ma famille. À ce moment-là, ça va être plus compliqué. Non, en fin de compte, je suis bien. Non, je suis bien ici. Voilà, et ils sont en train de nous dire de nous en aller, d'ailleurs. Oui, mais après, c'est l'heure de manger. Peut-être que notre public a faim aussi. Donc. Voilà. Rapidement, Pierre et Serge, est-ce que vous iriez dans l'espace si vous aviez l'opportunité? Outre la problématique écologique et financière, évidemment. Je pense que Jean-Pierre a dit l'essentiel, c'est-à-dire que pour aller voir la courbure et le bleu de la Terre, oui.
Après, l'idée de même comme ça d'imaginer participer à un grand voyage ou à une orbite de plusieurs semaines, de plusieurs mois autour de la Terre, pas particulièrement. Mais faire le voyage pour voir le bleu et la courbe, oui. Oui, puis ça permettrait de rappeler à certains platistes que bon. Alors les voyages commerciaux dans l'espace, c'est une arnaque parce qu'ils vont Oui, à on 100 est d'accord. km d'altitude. Ouais, mais c'est bon. Non, là, on parle de voyage type SF, c'est-à-dire de vraiment aller La Non, voir puis station, si c'est pour se retrouver au Club Med sur Mars, non. à Luna Park. Ouais, ouais. La station internationale, il y en a qui disent aussi que c'est un peu une arnaque parce que c'est à 300 km, donc c'est pas vraiment la vraie Non, mais espace. c'est pas. Faire un voyage dans le système solaire, oui, moi je pense que ça me botterait, ouais. Bah écoutez, Far on away. peut pas pour l'instant. Mais peut-être qu'après la mort, on y va. On verra tous. Écoutez, merci beaucoup d'avoir assisté à la conférence.